C'est l'heure de votre respiration remplie d'inspiration technologique comme il se doit. 60 minutes avec David et Sébastien qui nous partagent une partie de leur veille avec cette semaine de l'air pur en musique. C'est ce que propose Dyson avec un nouveau produit inattendu. Dans la liste des technologies innovantes, juste après l'intelligence artificielle, on trouve l'informatique quantique. Et à ce sujet, on va vous parler dans ce numéro de cristaux temporels. La réparabilité ou l'échange de pièces dans nos appareils sera aussi au centre de notre attention aujourd'hui. Le remplacement d'un SSD, par exemple, dans un ordinateur ou d'une batterie dans un smartphone, ce sont des choses que nous devrions toujours pouvoir faire facilement et ce n'est plus très souvent le cas, il faut bien le dire. Destination Satoshi Island, où est-ce? De quoi s'agit-il et à quel prix? Explication également dans cet épisode. Un épisode dans lequel il sera aussi question de la 100e version de Chrome, d'Oculus Quest 2 ou d'Apple et Meta victimes de phishing. Ça arrive. Bienvenue et d'avance merci de vous abonner comme toujours au Techno. Merci également pour vos commentaires et les partages de nos contenus dans vos réseaux. Bonjour David, bonjour Sébastien. Salut. Oula, hello. Oui, c'est bien faut compenser un peu. Hein. Ouais. Voilà. Comment ça va? Ça va bien. Et vous-même, tous les deux, ça va bien? Toujours en Thaïlande, David, même si on sait que tu vas bientôt venir en Belgique. On aura l'occasion sans doute de se voir, mais voilà. Le décalage horaire s'est un petit peu amoindri grâce au changement d'heure, au passage à l'heure d'été chez nous, qui n'existe pas en Asie. Donc tu peux dormir une heure de plus quand tu enregistres les technos. Voilà. Par ailleurs, il n'y a pas de décalage horaire énorme entre Bruxelles et le Brabant wallon. Hein. Ni entre la Belgique et Paris, parce que j'avais un très bon copain parisien qui, quand il est venu en Belgique, et ça avait le décalage horaire. Paris et Bruxelles, c'est non. Et les euros, c'est les mêmes ou... Salut tous les Parisiens qui nous écoutent. Oui, c'est ça. Merci de nous écouter. Pour du coup, là, on est obligé. C'est pas si on a un seul. Il y en a. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Abécédaire, allons-y. À la lettre A, vous le savez, ça c'est pas une tradition, mais on va pas le mettre à une autre lettre. A comme Apple. Du coup, tu voulais nous parler, David, du nouveau Mac Studio, dont le stockage SSD, même si on peut l'extraire du boîtier, malgré tout, Apple a laissé une petite surprise à ceux qui voudraient s'aventurer là-dessus. Oui, donc c'est le nouveau Mac Studio qui a été mentionné, je pense, en bonus la semaine dernière. Ce nouveau Mac Studio, la bonne surprise, entre guillemets, découverte par les premières personnes qui l'ont démonté, c'est que le disque, donc le SSD interne, est amovible, donc ce qui donnait l'espoir qu'il puisse être changé. Ou qu'on puisse tout simplement en mettre un plus gros dedans sans devoir payer le prix Apple. Et il y a également un deuxième connecteur qui semble pouvoir en accepter un deuxième. Mais le problème, c'est que bien sûr, Apple n'a pas envie que les gens puissent rajouter de la mémoire dans leur ordinateur Apple sans payer le prix fort. Donc ces disques sont verrouillés de manière software, ce qui veut dire que mettre un autre SSD dans le Mac Studio, ça ne fonctionnera pas. Et pas pour une question que le matériel n'est pas compatible, mais tout simplement parce que Apple a décidé de verrouiller ça de manière software. Ce qui est aussi assez surprenant et un petit peu dommage, c'est qu'en fait, pour ouvrir le Mac Mini, il faut enlever, donc en dessous du Mac Mini, il y a un cercle en caoutchouc qui est collé. Il faut l'arracher. Ah, oui. Il faut l'arracher, pas de manière propre, parce qu'il y a 4 vis qui sont cachées en dessous. D'accord. Il faut enlever ces 4 vis et la première chose qui est exposée, c'est l'alimentation qui laisse les 2 connecteurs d'alimentation
comment dire, être exposé de manière directe. Bon, ce n'est pas le 220 volts qui est exposé, c'est le 12 volts, mais il faut démonter l'alimentation, c'est quand même quelque chose de relativement dangereux. Donc Apple n'a pas envie que les gens rajoutent de la mémoire dans leur ordinateur. Et je trouve ça une pratique très très dommage, parce que bon, tous les mini PC de la compétition, voilà. Oui, bien sûr, mais moi je pense que je vais le mettre en texte, gravé dans l'image de notre podcast vidéo, et peut-être en lettres d'or aussi sur le blog des technos, sur lestechnos.be, que la philosophie d'Apple n'est pas celle-là. Voilà, on s'en indigne à chaque fois, mais à un moment donné, voilà, c'est une réalité, c'est comme ça. On peut aimer, on peut ne pas aimer, mais s'en étonner quand même après autant d'années. Voilà, ils ont de nouveau fait la même chose. Bah oui. Je trouve quand même que récemment, Apple est en train de se mettre à dos pas mal de leurs utilisateurs fervents, qui commencent à parfois pousser des coups de gueule. Comme par exemple, avec le Mac Studio qui est sorti, ils ont aussi sorti le nouveau Apple Studio Display. Oui. Qui est un superbe écran, super beau, qui coûte $1,600, mais qui a un câble d'alimentation qui n'est pas amovible. Et ça, ce qui veut dire que quelqu'un qui, si le câble est trop court, voilà, on sait rien faire. Bon, apparemment, il y a quand même moyen de l'enlever. Mais ça nécessite de l'enrouler autour de son poignet, de tirer, quasiment à le casser. Et sur le site d'Apple, ils mettent que le câble d'alimentation n'est pas amovible. Ouais. Voilà. Bon, ça c'est ballot évidemment. Pour te contredire, Marc, si je peux. Vas-y. Attention, tu vois, ça a été le cas effectivement pendant des années, mais maintenant tu devrais le mettre presque entre parenthèses, parce que Apple a fait des trucs, on en a parlé à la fin de l'année passée. Par exemple, pour les iPhone 12-13, ils proposent des self-service repair, donc tu as des kits pour réparer tes trucs. Ouais. Donc après que sur leur bécane, tu puisses aussi réparer des trucs. Je suis tout à fait. Ça irait bien dans la philosophie qu'ils sont en train d'essayer je suis pas super convaincu. Oui, mais je suis pas super convaincu que leur philosophie est fondamentalement changée, simplement parce que ils ont des kits de réparation pour deux modèles d'iPhone par rapport à l'ensemble de la gamme Apple, qui est quand même cloisonné, il faut le reconnaître. Mais maintenant, on va pas le répéter 1000 fois et à chaque épisode, mais c'est leur philosophie, c'est leur manière de faire. On l'accepte ou on l'accepte pas. Si on l'accepte pas, on va se fournir ailleurs. Je pense qu'il y a d'autres excellents fournisseurs de matériel informatique pour différentes raisons. Mais voilà, moi, je suis pas étonné qu'on ne sache pas l'ouvrir facilement, dès le moment où... Pourquoi l'ouvrir facilement ? Puisqu'il n'y a rien à remplacer dedans. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, feindre l'indignation ou l'étonnement, après un moment, oui, enfin, il n'y a pas de nouveauté dans cette... sans vouloir dénigrer, c'est intéressant de savoir qu'ils l'ont bloqué au niveau software, cette histoire-là. Ça, c'est une réelle volonté. Ça, par contre, je trouve que je vais pas dire que c'est nouveau, mais c'est quelque chose... moi, je pensais que les espaces de stockage chez Apple, ils les faisaient payer très très cher parce qu'ils n'avaient pas d'accord très intéressant avec les fournisseurs, avec les fabricants, etc. Et que voilà, c'était un handicap lié à la marque. Manifestement, c'est une volonté délibérée de faire payer très très cher le volume de stockage. Voilà, c'est pour moi ça c'est l'information. Mais au-delà de ça, voilà, bon ben après des disques SSD externes qui tournent très bien sur USB-C, ça existe aussi, et c'est ce qui est souvent conseillé d'ailleurs quand on va sur les sites même pas d'Apple fans, mais de gens qui utilisent ce type de matériel. Ils disent ça coûte cher, mais achetez pas le plus cher et puis achetez un disque dur externe, comme ça en plus de ça vous aurez cette possibilité d'être un peu plus modulaire sans devoir ouvrir l'appareil ou que sais-je. Je pense qu'il y a matière à critique, hein, clairement. C'est pour celui qui aime mettre les mains dans le cambouis, mais pour ceux qui veulent juste acheter une machine qui fonctionne et qui ne nécessite pas de modifications ou d'upgrades, etc., il en trouvera peut-être une satisfaction de son côté. Je sais pas voilà, c'est David. Juste ou pas juste? Pour ce qui est de pouvoir augmenter la taille de stockage, je trouve ça très très regrettable parce que
c'est aussi une histoire d'évolution. Aujourd'hui, on a peut-être besoin d'autant, et dans 3 ans ou 4 ans, l'ordinateur sera toujours très bien. On aura besoin de 4 fois plus, et non, on ne peut pas. Ou alors ils vont tout simplement dire ah ben non, on ne fait plus les upgrades. Vous devez acheter la nouvelle version du Mac Studio 2026. Voilà, et c'est un problème aussi de recyclage. Ouais, d'un côté, ils ne fournissent plus les chargeurs, mais d'un autre côté, ils n'aident pas à réparer et à... Oui, enfin, tu mélanges deux trucs. Et à mettre à jour les appareils. Les chargeurs, ça n'a rien à voir avec le Mac Mini. Il faut pas tout mélanger non plus. Non, mais une question d'écologie aussi derrière le fait de ne plus fournir le chargeur. Des chargeurs, on en a plein nos tiroirs. Oui, c'est ce que je voulais dire. Je voulais dire, c'est l'aspect écologique. D'un côté, ouais. Apple, pour certains produits, met en avant un aspect écologique de plus fournir de chargeurs, de mettre des boîtes sans des boîtes avec simplement un film de papier à arracher. Mais de l'autre côté, ils ne font rien du tout pour aider les gens à garder leurs produits plus longtemps et à ne pas le mettre au rebut et ne pas les... Donc, ouais. C'est là-dessus que je voulais dire qu'il y a... Ouais. Bah j'entends complètement. En même temps, je me mets un peu parce que je sais que il y a aucun Apple fan dans la pièce et que je ne suis moi-même pas un Apple fan, mais je défends quand même. J'essaye de garder l'église au milieu du village. Je crois savoir, mais je peux me tromper. Et il faudrait aller chercher des chiffres, mais je pense que les ordinateurs Apple sont en général conservés, utilisés par leurs utilisateurs plus longtemps en moyenne que les autres types d'ordinateurs. Parce que satisfaction, machin, etc. Bon, l'argument selon lequel vous n'avez qu'à prévoir le volume de stockage dont vous aurez besoin dans 5 ans, je suis d'accord que ça, c'est un petit peu, c'est un peu compliqué de se projeter aussi loin dans le temps. Il reste toujours l'option, je le rappelle, du disque externe qui peut très bien satisfaire la majeure partie des utilisateurs et même, je dirais, de ceux qui font de la vidéo ou de l'audio, puisque c'est un peu l'objet aussi du Mac Mini Studio. C'est peut-être une station de travail entre guillemets audiovisuel, et même là un disque dur ou un système de stockage externe peut très bien faire l'affaire, même pour travailler. Il n'y a pas de contre-indication à ça. Est-ce qu'on peut clore le sujet ou est-ce que Sébastien voulait encore ajouter un petit truc? J'ai un petit truc, mais intelligent, pas une connerie pour une fois. Ah, et tu vois, là on se ressent. Full screen. Full screen, voilà. A priori, il n'y a pas 50 manières pour Apple de bloquer le disque au niveau software. Ils doivent aller chercher soit une marque, un modèle ou un numéro de série que eux connaissent. Je serais en bidouillant certains firmware, je pense que ça devrait être possible de pouvoir taper un autre SSD qui ne serait pas celui que Apple pense et qui serait plus grand qu'eux. Et je ne sais pas si même les SSD, je ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans, si c'est les 500, 1 Tera ou 2 Tera. Si tu prends exactement le même, parce qu'ils construisent pas eux-mêmes leur SSD, ils s'achètent. Non, mais justement, c'est ça, oui. Tout fait. Si tu prends le même que celui que eux ont, ils ont certainement pas une série spécifique, peut-être un firmware spécifique. Et tu devrais pouvoir le taper dedans. Voilà, on en reparle dans 6 mois, 1 an, mais il y aura peut-être moyen de bidouiller autre chose. Mais puisque tu parles de ça, petite parenthèse, et puis on passe à la suite, parce qu'il y a plein d'autres sujets, il ne nous reste qu'une 50aine de minutes pour les aborder. Je ne sais pas si l'un ou l'autre se rappelle de l'époque où il y avait des guéguerres entre fabricants de lecteurs de CD-ROM et fabricants de cartes mères. Et certains CD-ROM ne fonctionnaient pas sur certaines cartes mères, et dans le même exemple, mais en amont, certains fabricants de supports de CD-ROM inscriptibles, réinscriptibles, ne fonctionnaient pas dans certains lecteurs parce que concurrence, machin, etc. Vous vous rappelez de ça ou pas? C'est pas nouveau. Hein. C'est le siècle passé, ça. C'est la fin du siècle passé, à peu près à 12h30. C'est 12h32, je pense. Un mardi. Oui, il y avait eu des problèmes d'interface et puis c'est la guerre entre le DVD plus R et le moins R. Non, pas la guerre. Non, pas la guerre. Mais effectivement, il y a eu. Il y a eu. La guerre, on a dit que non. Non, on a dit, on n'en parlait pas. Bon, voilà, c'est parti. La lettre D comme Dyson, avec comme slogan, enfin comme phrase d'accroche pour Sébastien, je suis ton père. Parce que c'est vrai qu'en portant l'accessoire proposé par Dyson, c'est peut-être à ça que vous penserez, puisque Dyson lance un purificateur d'air combiné à un casque audio, un truc un peu Star Wars, quoi. Écoute, quand j'ai vu le truc, je me suis dit,
il y a quand même beaucoup de gens qui nous écoutent par rapport à ceux qui nous regardent. Bon, faut quand même expliquer à quoi ça ressemble, parce que c'est toute la news quasi est sur la photo. Et effectivement, tu prends Dark Vador avec son masque et on n'en est pas loin. Hein, donc effectivement, on a un genre de gros module devant la bouche, ce qui est quand même assez costaud. En plus d'un gros casque sur la tête. Donc il manque juste la visière du casque de moto et on y est. Oui, c'est ça, ils sont loupés. Donc la visière. Ils sont passés à côté du truc. C'est juste complètement insupportable ce machin. C'est d'une laideur sans nom. Il y a des images. Non. Ouais, alors ça s'appelle le Dyson Zone. Alors ils ont fait, je sais plus, une centaine de prototypes, 500 prototypes en 6 ans pour essayer de trouver quelque chose. Donc c'est pas un certain temps les mecs essayaient de travailler dessus, hein, tu vois, 6 ans. Bien avant le Covid, à mon avis plutôt sur le marché asiatique, parce que là c'était plus tendance et ça revient chez nous. D'ailleurs, la petite dame sur le truc a quand même l'air asiatique, donc je pense qu'effectivement c'était surtout marché asiatique qui était intéressant pour eux là-dessus. Ce n'est pas lui faire insulte que de le remarquer, effectivement. Oui, hein, et maintenant on ne sait pas si elle est tout à fait jolie parce qu'on ne voit quasi que ses yeux. Tu vois, je pense qu'elle de ce côté-là, elle a l'air très jolie, mais oui, je pense qu'elle l'est. Mais voilà, si ça tombe, la bouche est totalement de travers, tu vois. Voilà. Et donc, tout ça pour revenir, ils ont fait des centaines de prototypes, 500 même, et donc leur but à la base, c'était de faire un casque, c'était de faire un truc pour un masque. Qui permettait de filtrer l'air. Sauf qu'ils se sont dit au moment où ils ont dit on va faire un masque. Et si tu fais juste un masque un peu électronique qui filtre ton truc un peu costaud, tu le mets sur la tête, t'auras pas spécialement envie. Donc on va y rajouter un casque. Comme ça, si on y met un casque, c'est sympa. Tu vois, ça fait un peu de musique. Donc le casque est venu un petit peu pour excuser le gros truc que t'as sur la tête. Et donc ils en sont arrivés à ce prototype. Enfin, ce produit, après tous ces prototypes, et tout ça quand même pour la modique somme de 1000 boules, à peu près. Ah oui. Voilà, ce sera disponible l'année prochaine. Alors on promet 99% de réduction de pollution, particules, poussières, pollen, bactéries. Alors c'est vrai que quand tu es allergique au pollen, si en écoutant un peu de musique, tu peux respirer pendant les 2 mois d'allergie les plus violentes, moi c'est vrai que ça peut me tenter, mais que tu as quand même l'air d'un peu... tu vois, mais si je prends en référence, si vous avez un aspirateur Dyson, vous allez tout de suite comprendre. Si vous prenez en référence le bruit d'un aspirateur Dyson... Oui, alors ça a été un des problèmes. Oui, parce que ce truc fait un bruit de con, et donc ils ont dû le régler dans les derniers prototypes. Ils ont donc ce masque qui a un moteur là-dedans, donc c'est pas juste un FFP2 de base, et du coup le moteur il fait du bruit, et donc même si tu as un casque sur la tête, et certains prototypes disent on entend le moteur. On a un problème, Jack, cherche une solution. Et donc Jack a cherché une solution. Jack c'est un ingénieur, je sais pas. Et le gars a trouvé la solution. Et là tu vas rire. On va rajouter dans le casque de l'annulation de bruit. Ah bah oui, tant qu'à faire. C'est bon. Voilà. Donc t'as de l'annulation de bruit, pas pour le bruit extérieur, mais pour le bruit que fait le. Ouais. Je trouve que c'est bien tarabiscoté. Ça tombe un peu tôt dans l'année. Ça devrait être plutôt. Enfin, ça aurait dû tomber demain. Ouais, en fait. Mais ça sera vendu que l'année prochaine. Le 1er avril, c'est demain. Mais je vous jure que c'est une vraie news. Il me semble en tout cas. Donc c'est pas un poisson. Ouais. Donc voilà, c'est quand même. Ça aurait pu faire un super poisson d'avril. C'est pas le cas. Donc même là, Dyson s'y retrouve pas. Ceci étant dit, ils ont de bons produits d'une manière générale, hein, mais toujours très bruyants et enfin voilà. C'est chacun jugera. Cette question de bruit, en général, c'est vrai que c'est pas le truc idéal. Par contre, question, pour faire la transition sur le premier sujet, question réparabilité, j'ai du Dyson, j'ai essayé au niveau aspirateur, j'ai du Dyson et j'en ai eu d'autres. Dyson, le dernier que j'ai acheté, il a 5 ans, il fonctionne toujours, parce que chaque fois qu'il y a une emmerde, un petit tournevis, j'enlève le petit morceau, là c'était la batterie sur des petits aspirateurs de table, tournevis, t'enlèves la batterie, tu commandes une nouvelle batterie, 2 minutes, tu l'as remplacée, et ça fonctionne comme au premier jour. Tu m'y fais penser, est-ce qu'il n'y a pas un nouveau truc qui a été voté ou qui est en passe d'être voté au niveau européen, justement, sur un indice de réparabilité? Mais on en reparle.
Ah, mais alors, voilà. Patience. On va parler quantique. Pas un truc religieux, hein, ordinateur quantique, et les cristaux temporels, qui seraient le futur de l'informatique. C'est David qui va nous expliquer de quoi il retourne. David, je suis tout ouïe et pendu à tes lèvres. Oui, je suis tombé sur cet article cette semaine et d'abord je me suis dit, qu'est-ce qu'ils ont encore inventé? Des cristaux temporels. Oui. Donc évidemment, j'ai un petit peu creusé l'histoire. Et vraiment une nouvelle ficelle quantique, enfin pour les ordinateurs quantiques. Donc c'est un concept physique qui avait été postulé il y a un certain temps et qui n'avait jamais été prouvé, et en 2016, des chercheurs ont pu créer un premier cristal temporel. Alors, qu'est-ce qu'un cristal temporel? Un cristal standard, c'est un alignement de molécules qui forment une certaine structure, des cristaux de sel et tout ça. Les cristaux temporels, c'est en fait un cristal qui ajoute une dimension temps. Ça veut dire que le cristal, au fil du temps, va avoir une structure qui se reproduit et qui oscille. L'avantage informatique, c'est que pour un cristal dans une structure donnée, le fait qu'il se reproduit à l'infini et sans énergie de manière temporelle, ça lui permet de garder son état de manière indéfinie dans le temps. Ça veut dire un bit qui reste à 1, un bit qui reste à 0. Ça, c'est la finalité derrière tout ça. Aujourd'hui, les essais qui ont été faits sont faits avec une poignée d'ions, donc des atomes à qui on a enlevé quelques électrons. Entre autres, les premiers cristaux qui ont été faits, c'était une chaîne de 10 ions de ytterbium, l'élément numéro 70, qui sont mis dans un état quantique spécial, dans un faisceau laser, dans un setup de laboratoire. Voilà. Qu'est-ce que ça va donner? Bonne question. Ah oui. Maintenant. Du coup, tu as un clé pour nos cristaux. Bon, c'est assez casse-tête. J'ai relu l'article 4-5 fois. J'ai lu d'autres articles. Il n'y a pas moyen de trouver vraiment, sans rentrer dans des documents scientifiques qui sont au-delà de ma compétence et au-delà de la compétence de non-experts, sont assez difficiles à décrypter. Mais par contre, dans les liens, j'ai mis le lien vers un autre article qui était en train de se dire, est-ce qu'il n'y a pas un peu un battage médiatique sur tout ce qui est quantique, qui est un petit peu exagéré, parce que il y a un nombre de startups qui sortent avec des concepts d'ordinateurs quantiques et qui débloquent des fonds astronomiques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les ordinateurs quantiques sont on va dire, c'est un petit peu comme le tokamak, le réacteur de fusion. Il y a des sommes colossales d'argent qui sont mises dedans, mais il y a absolument rien qui va voir le jour utile avant 10, 20 ou peut-être 30 ans. Et même les premiers ordinateurs quantiques qui seront utilisables pour quelque chose sont encore très loin de pouvoir craquer les systèmes de chiffrement à clé publique, RSA, dont on parle. On dit le jour où les ordinateurs quantiques sortent, toute la sécurité du monde va tomber. Ce n'est pas tout à fait exact.
On a un peu l'impression, avec cette technologie, on pourrait dire la même chose de toutes les innovations technologiques de pointe et un peu flou pour nous, béotiens, c'est que il y a énormément de startups qui se sont créées autour du quantique, Google s'y est mis, Meta également, Microsoft, n'en parlons pas. Bref, voilà, tout le monde se tourne autour de ça, et on a un peu l'impression que la presse technologique, spécialisée ou non, se ressent un peu le besoin, à l'image de l'intelligence artificielle, de temps en temps publier une nouveauté, un article de fond sur tel ou tel sujet, question d'alimenter un peu la machine de manière perpétuelle, sans qu'on y comprenne, enfin en tout cas nous, peut-être que vous qui nous écoutez, vous dites, bah oui, bien sûr, le cristal. Bref, en tout cas, le béotien moyen que nous sommes dans le domaine n'y comprend pas grand-chose, mais reste quand même béat devant toute cette imagination et cette technologie et cette intelligence. Je ne sais pas ce qu'en pense Sébastien de cette situation-là. Moi, j'ai pris des notes, parce que sinon, je n'arrivais pas à suivre. Oui. Et donc après, moi, j'ai fait des dessins. Moi, j'ai fait des dessins parce que c'était en 3 dimensions, donc des notes, je trouvais ça un peu léger quand même. Et donc, déjà, je suis super content d'avoir trouvé le successeur de Grishka. Mais quand j'écoutais Grishka ou Igor, souvent, on comprenait pas très très bien. Est-ce que c'est une réincarnation? Voilà, donc bonjour Grishka. Tu vois, oui, jamais, tu vois, je peux espérer, parce que c'était des gars mythiques. Ensuite, il y a un truc, alors c'est ça, l'esprit, le mien, pour ceux qui suivent depuis un certain temps, moi je ne sais pas faire autrement que des associations d'idées, et alors je voudrais profiter de ce podcast sur un point, et puis j'en ai un plus intelligent, mais celui-ci ne l'est pas du tout, j'assume, sur ficelle. Et donc quand on dit ficelle, moi j'ai repensé à cet après-midi, je suis rentré dans le bureau, et c'est un bureau qu'on partage avec d'autres entreprises, et alors sur le seuil de porte il y avait un Tampax heureusement non usagé, donc avec la ficelle et tout ce qu'on veut, donc faites attention quand vous avez ce genre de choses. Un tampon. Voilà, bah oui, un tampon avec la ficelle. Voilà. Faites attention quand on laisse tomber un briquet, un bic, je comprends, un tampon c'est gênant quand même, tu vois, quand tu rentres dans un bâtiment, t'es sur un tampon, tu vas attention, faites attention il s'agit peut-être d'une tentative de piratage, parce que on fait ça avec des clés USB aussi, pareil, donc donc ne pas l'utiliser, ne pas plugger voilà, ne pas le plugger. C'est jamais ce qu'il y a dessus. Voilà. C'est peut-être une infection Covid. C'est par ça que ça. Et donc voilà. Et donc j'ai une toute dernière question qui est un peu moins couillon que celle-là quand même, qui revient sur le quantique. Mais là c'était un appel pendant que David parlait de Julien Doré qui me disait qu'il allait sortir un nouveau tube, Quantique dans les prés. Quantique dans les prés, ça m'étonne. C'est sûr que c'est beaucoup. C'était il va falloir que tu m'expliques comment tu sur l'échelle de valeur, comment tu arrives à faire passer Julien Doré et le quantique dans les prés avant l'histoire du tampon. Et ça, voilà. Je ne sais pas ce qui se passe dans ce podcast. C'est une espèce de, il y a une espèce de renouveau qui est en train de se créer. Oui, c'est un podcast quantique. C'est cryptique pour le coup. C'est voilà. Bon, allez, on a fait le tour de cette question, de cette information. Et si vous avez une opinion sur le sujet quantique ou pas quantique, que je fais avec un accent que personne ne peut identifier, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. J'ai l'impression qu'on va dépasser les 60 minutes, et ça, on a dit qu'on pouvait pas. M comme Meta. David, encore. Meta, on va parler d'Oculus Quest 2. De quoi veux-tu nous parler? Parce que cette news-là, je l'ai pas travaillé. Personnellement, j'ai pas bien travaillé. Voilà. Donc la nouvelle mise à jour de l'Oculus Quest 2, la mise à jour V38, casse donc de manière très discrète l'attrait du partage familial. En fait, dans l'Oculus Quest, il y a une fonction qui permet de partager, de faire un partage familial de son casque qui est lié à un compte ou à un autre. Et en fait, il y a la possibilité, c'est quand on avait 2 casques Oculus Quest 2, en utilisant cette fonction de partage familial, c'est que 2 membres de la famille pouvaient jouer au même jeu sans devoir l'acheter 2 fois, en utilisant ce que Meta dit que c'était un bug qu'ils viennent de corriger.
Le problème, c'est qu'il y a énormément de consommateurs qui ont acheté un deuxième casque Oculus Quest justement parce que, oui, c'est quand même... quand on est deux personnes dans une famille et qu'on veut jouer à un jeu ensemble, ça serait quand même bien de pas devoir l'acheter deux fois. C'est comme si on disait on va jouer en famille au Monopoly. Ah non, il faut acheter 4 exemplaires du Monopoly si vous jouez à 4. Ce qui fait de grosses banques. Ça ferait de grosses banques. C'était un peu ça. Et là donc c'est quelque chose qui fonctionnait et qui a poussé pas mal de consommateurs à acheter un deuxième casque et qui a été verrouillé discrètement par Meta. Et la seule chose qu'ils ont à dire, c'était pas censé être comme ça, c'était un bug, c'était une erreur qu'on vient de corriger. Et je trouve ça pas vraiment sympathique, pas vraiment commercial et vendeur. Oui, peut-être vendeur pour vendre des jeux supplémentaires, mais ce bug a duré quand même un certain temps, parce que la décision d'achat, quand même, on constate le problème, on se dit je vais acheter un deuxième casque, machin, ça veut dire que ça a quand même traîné avant qu'il ne révèle que c'est un bug et que ça ne devrait pas se produire. Ah oui, ça a été utilisé, je pense, ça fait plus d'1 an. Peut-être même plus que ça encore. D'accord. Oui, non, c'est pas récent du tout. Et là récemment, comme pas mal d'autres constructeurs de matériel ou fabricants. Développeurs de software, de temps en temps, dans les mises à jour, on n'ajoute pas des fonctionnalités, mais on en supprime. Et ça, ce n'est pas, ça je trouve pas très acceptable, parce que quand les gens achètent un produit en ayant fait leur choix selon une utilisation et on va dire en toute connaissance de cause, 6 mois après, on leur retire la raison pour laquelle ils ont fait leur achat. Ouais. Voilà, ça, je trouve pas ça très acceptable. Ce n'est pas chic, comme dirait la reine des Belges. Un avis oui, bien sûr, j'en ai une petite opinion, un truc intelligent. Un truc intelligent, j'avais un truc à dire à Marc de Meta, Meta Cagoule. D'accord. Elle était bien celle-là aussi. Voilà, c'est magnifique. 2 sur 10, 3 sur 10, ça monte là, non ? Je dirais que c'était à moins 12, ça, mais bon. Allez, vous en doutiez, il est capable de dire des choses intelligentes de temps en temps, quand il s'agit de sujets que lui-même amène dans la conduite des technos. Sébastien va nous parler de navigateurs et de Chrome en particulier, puisque la 100e version, et c'est pas juste une image, hein, c'est le numéro 100, est lancée, Sébastien. Ouais, le 100 est lancé, et il y en aura un petit peu partout du 100, pour d'autres raisons, parce qu'effectivement, je pense qu'on en a déjà parlé un tout petit peu, mais ficelle. Maintenant, non pas ficelle, le 100 classique, ici, chez l'utilisateur, en allant sur certains sites. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de scripts de JS qui font les détections sur le navigateur et sur la version. Et en général, les expressions régulières, en gros, c'est des trucs un petit peu, tu vois, des parenthèses, et puis on met X, enfin des crochets de 0 à machin, et puis un peu entre crochets, on dit, il y en a 2, et hop, là de ça, après on ressent un paramètre qui dit, ça c'est la version. Sauf que souvent, effectivement, dans les expressions régulières que les gens utilisaient, il faut une détection de la version sur 2 caractères. Et là, on passe à 3 caractères. Donc ça va marcher beaucoup moins bien en un coup. Effectivement, c'est un problème sur lequel Google était depuis. La détection sur les 2 derniers digits ou sur les 2 premiers ? Parce que ça va dépendre des expressions, comment ils ont été écrites. Donc tu peux arriver avec une version 10 ou 0, ouais. Donc, ça change tout. Et en plus, pas de bol, parce que je suppose qu'ils ont été un peu pressés pour lancer la 100, parce que sur la 99, il y avait une faille assez critique qui a été découverte il y a quelques jours, et donc tous ceux qui utilisent les 99 et 98, et je pense que ça descend jusqu'à 96, mettez à jour ces critiques, et c'est une faille qui est déjà utilisée fortement sur la toile pour exploiter... C'est valable aussi si vous avez la version 98 ou 99, c'est pas uniquement pour les Belges. C'est pas aussi cela. Voilà. Et c'est la même chose sur tous les autres navigateurs, que ce soit Brave, Microsoft Edge. Oui. Non, Edge.
Oui. Oui. Je sais plus, celui qui utilise. Oui, c'est ça. Oui, j'utilise jamais, pas de Windows. Et donc, c'est pareil, ils sont aussi dans le jus, ils vont devoir sortir des mises à jour assez rapides. Rapidement. Alors ici, en même temps, ils en profitent pour dire, ça rajoute aussi plein de trucs sur les Chromebooks. Je connais peu de gens qui en utilisent, mais il y en a certainement dans nos auditeurs qui ont un Chromebook. Et donc, nouveau launcher un peu plus sympathique. Et la fonction qui est vraiment la plus importante qui viennent de rajouter, c'est que grâce à sur la version 100, vous allez pouvoir créer vos petits gifs animés en utilisant votre webcam. Je pense que c'était indispensable. Oui, je me demande comment on est arrivé jusqu'en 2022 sans faire ça. Soyons. Et en plus, si vous ne voyez pas l'image, le gif qui crée, c'est effectivement une gentille petite dame qui fait un petit hello avec son chien. Donc l'humanité est totalement sauvée. Oui, par contre, elle ne trouvera pas de mari. Ça, c'est hors de question. Non, mais elle s'en fout d'un chien. Oui, c'est vrai. Donc, et elle ressemble de très très loin dans le noir à celle qui mettait le masque. Tu vois, c'est vrai, mais sans les yeux bridés. Sans les yeux bridés, ouais. C'est une femme, en fait. Voilà. On a vu 2 photos de femmes. Oh là là, il est tout foufou, Sébastien, sur le coup. Imaginez un tampon et 2 femmes. Et ce numéro n'est pas fini. Il peut encore se passer des choses. Est-ce qu'on avait tout dit sur le... Je pense qu'on a fait le tour, là, c'est bon. La lettre R comme réparation ou réparabilité, comme on le disait un petit peu plus haut, Sébastien. L'Europe demande le retour des batteries amovibles, par exemple, ce qui serait un bel indice de réparabilité, on ose l'imaginer. Ouais, et ça c'est le genre d'article que j'aime bien, que je suis content de pouvoir parler 2 minutes, et effectivement parce que c'est positif, c'est une réglementation européenne qui va dans le bon sens pour a priori tout le monde et qui va avoir un impact probablement d'un point de vue mondial, parce que ça va être difficile pour un Samsung, un Apple ou un autre de créer un téléphone qui sera différent pour l'Europe que pour les États-Unis, et souvent d'autres suivent là-dessus. Donc l'Europe a osé cette réglementation, je la trouve vraiment très intéressante. C'est que c'est pas seulement targeté sur les smartphones, c'est surtout petit appareil qui a une batterie aujourd'hui, et petit appareil, ça va jusqu'à la trottinette. Donc, donc l'appareil photo, ça rentre dans le lot, caméra, tout, drone, la législation est assez large. Bon, après sur la batterie, c'est un autre problème, la batterie de voiture, et donc à partir du 1er janvier 2024 au plus tard, toutes les batteries portables dans les appareils et les batteries de moyens de transport légers, trottinettes, vélos, scooters, machin, etc., devront être conçues de manière à pouvoir être retirées facilement et en toute sécurité par des opérateurs indépendants qualifiés et remplacées par des batteries de base et courantes. Donc en gros, ils demandent que les instructions claires et détaillées soient fournies par tous les fabricants. Donc tous les fabricants devront proposer de pouvoir remplacer ces batteries. Et effectivement, il y a encore pas bien longtemps, quand notre téléphone, après 1 an ou 2, il commençait un petit peu à tirer la gueule en milieu de journée, on dit c'est pas grave, on change la batterie et il est comme neuf, parce qu'il fonctionne toujours bien finalement si on n'a pas explosé l'écran. Et donc voilà, ça va revenir. Il y a moyen, il y a effectivement pas mal de constructeurs qui sont capables de le faire aujourd'hui, donc comme le Fairphone. Alors pourquoi ce serait pas possible sur d'autres téléphones? Ça le sera. Il y a une question de volonté aussi, et une question pour certains d'étanchéité, mais je pense que c'est une fausse question. Il doit y avoir moyen de trouver des solutions là-dessus. Ils en sont certainement capables vu les budgets. Et j'embraye directement sur très très court là-dessus. Il y a 2 liens qui seront sur le site. Il y en a un, mais pour moi c'était plus ou moins le même sujet, et on voit que ça a été annoncé plus ou moins en même temps. C'est que Samsung va lui lancer son kit pour pouvoir réparer vos Galaxy. Ici c'est sur le S21. Les autres vont suivre, et ça va être lancé cet été pour le S20, S21, Tab 7, et ça va certainement s'agrandir, et le but est de pouvoir proposer des parties de téléphone ou de tablette pour pouvoir vous-même le réparer sans devoir casser trop fort votre tirelire. Donc ça va dans le bon sens, et c'est comme la réflexion d'Apple précédemment. Je pense que certains constructeurs essayent de montrer leur bonne volonté pour pas que la législation soit trop forte, pour imposer des choses.
Ça va, c'est de bonne loi. La réglementation n'a pas non plus été trop lourde ici. On dit tu dois pouvoir changer la batterie. C'est souvent le composant qui est le plus atteint avec le temps, en tout cas. Oui. Donc tout ça, je trouve, est assez positif. Si on peut garder nos devices qui fonctionnent bien plus longtemps, si on peut continuer effectivement à éviter de devoir construire trop de téléphones, trop de trottinettes, parce que là aussi le problème c'est les batteries. Partout c'est les batteries. Et si Monsieur Tout le Monde peut le faire, eh effectivement, ça économisera un peu de brousouf à tout le monde. Donc après, voilà. Si on voulait pinailler un tout petit peu, on pourrait aussi, mais ça c'est juste totalement illusoire, et je comprends que ce serait un casse-tête sans nom d'arriver à avoir des modèles de batterie qui soient, je vais pas dire universels, mais interchangeables, comme ça se fait par exemple en photographie. Il y a certains modèles de batterie qui peuvent être exploités par Canon, mais aussi par d'autres appareils. Je pense par exemple à des spots LED et des choses comme ça, qui vont utiliser, ou des batteries de marque Sony d'un certain modèle ou équivalent, qui peuvent être utilisés sur différents appareils aussi. Ça ferait aussi peut-être des économies de batterie ou de type de batterie. On pourrait dire, tiens, mon appareil photo fonctionne plus, je vais récupérer la batterie de mon smartphone ou d'ailleurs, enfin d'un autre truc pour l'utiliser. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est illusoire évidemment, parce qu'évidemment il y a le facteur de forme qui rentre en compte. Bah oui, mais il y a quand même la conception, ça touche à la conception de l'appareil, donc ça me paraît assez illusoire. Oui. Bah, souvent au niveau taille, c'est parce que si tu prends au niveau des portables, ils ont éclaté les batteries dernièrement pour pouvoir réduire la taille du portable, et donc tu n'as plus un gros bloc. Ça va les emmerder un petit peu. Mais au niveau des téléphones, je pense que ça reste toujours des gros blocs. Oui. Et donc en taille, il doit y avoir moyen de... On n'est plus sur une course au plus petit téléphone, ou au plus grand maintenant. Toute taille, tout format. Ça pourrait être une idée qu'une marque comme Samsung ou Apple ait un modèle de batterie qui puisse fonctionner sur différents modèles de smartphones, qu'on ne soit pas obligé nécessairement de tout changer. Il ne faut pas tout changer. Je ne sais pas ce qu'en pense David, qui ne dit plus rien depuis un moment, forcément. Oui, les batteries, c'est une grosse problématique, et moi je pensais à des expériences que j'ai eues à essayer de remplacer des batteries. Par exemple, j'ai des beaux haut-parleurs Bluetooth. Avec une batterie intégrée de 10 000 mAh, mais un jour il y en a un qui ne fonctionnait plus parce que la batterie, je sais pas pourquoi, était morte. C'était un peu comme le démontage d'un Mac Studio. Il faut enlever de la colle, il faut enlever des vis et tout ça. Une fois qu'on a ouvert le truc, il y a de la colle dans tous les sens, il faut décoller. Ce sont des batteries standards, donc ce sont des cellules, les cellules comme il y a dans les anciennes batteries de laptop, je sais plus le numéro. Peu importe, mais c'est lithium-ion. Il y en a 4 dedans. Mais qui sont emballés en 4x4, et le problème c'est que essayer de les extraire pose un extrêmement grand risque de court-circuiter ces batteries. Et court-circuiter des batteries lithium-ion, ce n'est pas une bonne idée. Et en regardant à remplacer les batteries dedans, je regardais une vidéo sur YouTube, et la personne là qui faisait l'opération a accidentellement court-circuité les batteries en les remplaçant, et il a dû vite sortir et ça a explosé dans le parking. Alors, j'ai envie de dire, quoi, non. Du coup, je comprends qu'on rende les choses difficiles. Je comprends qu'on ait mis de la colle et machin, etc. C'est pour aussi une question de sécurité. Non, c'est justement à cause de cette colle que ça rend les choses compliquées et dangereuses. Alors que s'ils avaient fait un module remplaçable de manière facile et en sécurité, c'est facile de remplacer ces batteries. Mais apparemment, la volonté de ne pas vouloir laisser les gens remplacer les batteries fait que ceux qui essayent de le faire prennent un risque. Oui, ça c'est toujours le problème de ces marques qui se servent justement de la vétusté de la batterie pour en faire un état d'obsolescence, quoi. En gros, ça peut ça l'idée. Oui, parce que ce sont des marques qui ne proposent même pas de remplacer la batterie. Donc on ne peut même pas renvoyer l'appareil chez eux. Ils disent, vous en achetez un nouveau, c'est tout. Oui, tout à fait. Je peux en profiter pour poser une question à David qui pourra répondre et qui, je suis une petite, et qui intéressera nos auditeurs, parce que une petite réponse, c'est quand tu avais des sacs avec toi, parce que quand tu joues avec des drones, quand tu as une batterie qui prend feu dans ce genre-là, comment tu fais
Parce que tu peux le mettre. Tu as des sacs. Comment ça se passe? Quels sont ces sacs? Comment tu les trouves, etc. Sac de sable. Oui, il y a des sacs de stockage pour les batteries lithium-ion, entre autres pour les drones. Donc, ce sont des sacs. Ce n'est pas du plastique tel quel, c'est un matériau spécial anti-feu. Donc, c'est une grosse pochette avec un velcro dessus. J'en ai ici 2 et j'avais regardé justement des tests de gens qui court-circuitaient les batteries volontairement dans le sac pour voir comment ça réagissait, et ça fonctionne pas trop mal. Ils avaient fait un test de 10 sacs, types de sacs différents, et 9 sur les 10 avaient très bien fonctionné comme ils devaient. Ça atténue, comment dire... Ça étouffe le feu ou pas? Non, ça contient le feu et ça garde la chaleur à l'intérieur du sac, mais ça permet de faire sortir la vapeur qui est toxique, qui sort, et ça évite les projections. Et donc on s'en sert comme d'une couverture coupe-feu, comme on peut avoir dans une cuisine ou autre, ou c'est vraiment un sac de transport pour la batterie? C'est pour le transport, parce que quand on fait du drone et qu'on a une batterie qui se réchauffe et qui commence à fumer, on sait que quand on commence à avoir de la fumée, il faut la balancer au loin et attendre que... Dans une rivière où il y a des enfants qui nagent, par exemple. C'est l'idéal, c'est de balancer. Si on est sur le bord de la route, la laisser dans le fossé, et évidemment ne pas la laisser là après, la reprendre et la jeter dans une poubelle adaptée. 24 heures, le temps qu'elle ait fini de fumer. Oui, c'est ça, c'est toujours il faut. Mais par contre, le truc, non, ce soir, mon foot à la télé. Non, ma batterie n'a pas fini. Tu dis ça à ta femme, désolé, ma batterie n'a pas fini. Elle fume. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais c'est aussi conseillé. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je bois. Oui, c'est aussi conseillé d'avoir un extincteur à portée de main. Oui, ça mais ça change pas grand-chose parce que l'extincteur sur une batterie... Ah, à poudre, d'accord, ça c'est encore autre chose. Un jour, on fera peut-être un hors-série justement sur l'extinction des batteries nickel. Oui, on en fera brûler. Par exemple, juste pour... on fera ça sur le parking de l'entreprise, comme on l'a fait là. Oui, c'est ça. C'est David qui l'allumera. Un petit truc... un petit truc intéressant que je pense beaucoup de gens ne savent pas et que j'ai découvert assez tard, c'est qu'en fait, une batterie lithium-ion qui est complètement chargée est beaucoup plus dangereuse qu'une batterie qui est déchargée. Ah oui. Et le fait qu'elle est chargée la rend beaucoup plus explosive, alors qu'une batterie qui est, on va dire, entièrement déchargées, mais quand elles sont entièrement déchargées, on ne peut plus les recharger, parce qu'une fois qu'elles sont descendues en dessous d'un certain voltage, on peut pas les recharger. Mais une batterie qui descend à 0 volt est devenue inerte et on peut la transpercer et l'ouvrir. Je ne conseille pas, mais il n'y a plus aucun danger. D'accord. Il n'y a plus d'action chimique ou quoi que ce soit. Donc, ok. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. David, encore toi, on va parler de Satoshi. Plus de 50 000 personnes sont prêtes, paraît-il, à tout quitter pour aller vivre sur Satoshi Island, une île. C'est l'île de l'Auguste. Oui. Non, tu ne vas pas faire ça. Je ne veux pas. David, on va pas traîner parce qu'il ne reste que 12 minutes. C'est un truc soviétique. Non, allez, laisse parler David. T'es interdit de parler, je vais te couper ton micro. Donc, Satoshi Island est censé être le paradis des crypto-monnaies. C'est un grand projet d'avoir une île qui est dédiée à la crypto-monnaie, où tous les paiements ne se feront que en crypto-monnaie. Et voilà. En faire une île paradisiaque. La première étape, c'était de trouver une île, et apparemment une île a été trouvée et a été achetée. C'est une île à Vanuatu, qui se trouve au fin fond de l'océan. Vanuatu, au fin fond de l'océan Pacifique, pas très loin entre Fidji et la Nouvelle-Calédonie. Oui. Et le gouvernement de Vanuatu
a vu ça d'un très bon œil parce que eux sont très intéressés à s'ouvrir aux crypto-monnaies et voient là-dedans d'innover technologiquement, d'apporter du monde et tout ça. Et donc ils ont signé, ils ont donné leur accord et l'île a été apparemment achetée par le groupe qui développe le projet. Alors il faut savoir que bon dans l'article qui est mis en lien, ça donne l'impression qu'en fait c'est Vanuatu qui va devenir Satoshi Island. Non, en fait c'est une toute petite île qui se trouve au large, au large de l'île principale. Oui. Pour savoir, l'île principale fait quelque chose comme 3 millions de kilomètres carrés, alors que l'île de Satoshi Island, elle fait 2 kilomètres sur l'axe le plus large et 1,7 kilomètre sur l'arche le plus petit. Donc on parle de 3 kilomètres carrés. Il est prévu d'avoir une capacité de 21 000 personnes, mais il y a déjà apparemment 50 000 personnes qui sont mises sur une liste d'attente et le prix de la citoyenneté est fixé à $130 000 US. Ah, on paye en dollars du coup. J'imagine qu'on paye en crypto, mais c'est le prix qui était voilà, tout le monde habite dans le même genre de petite maison rigolote qui ressemble à rien, mais qui sont rigolotes. Mais il n'y a encore rien de construit, ce n'est qu'un projet pour l'instant. Parce que 50 000 personnes sur 3 km², il va falloir empiler les petites maisons rigolotes, si tu vois ce que je veux dire. Même 21 000. Ouais, ça va être un peu serré, quoi. Bon, je sais pas ce qu'en pense Sébastien, est-ce qu'il passerait ses vacances? On peut pas passer ses vacances là-bas, il faut être citoyen si on veut y aller, je crois bien. Donc, tu irais, toi, moi, ça m'amuse comme une news, mais non. Sans plus. Non, je vais jamais là-dedans. Si je vais aller sur une île, je veux personne sur mon île. J'aurais bien imaginé que ce soit une île fictive dans le métavers, par exemple, tu vois. Pourquoi pas, finalement. Petite incise, je tiens à signaler pour ceux qui ont suivi parce qu'on en avait parlé, enfin moi j'en avais parlé de la première saison de Upload disponible sur Amazon Prime. On n'a pas d'action chez Amazon Prime, mais la deuxième saison, qui ne compte malheureusement que 7 épisodes, est parue. Je vous conseille quand même. Si vous avez bien aimé la première saison, vous aimerez aussi la seconde saison, même si elle est un peu plus light, mais cette série est une bonne idée et c'est plutôt rigolo à regarder. Je ferme la parenthèse. Donc voilà, écoutez, si ça vous tente, prenez votre ticket, $130 000 pour aller sur une ligne, sur cette espèce de crypto-paradise. Et autre précision pour ceux qui voudraient retrouver cette île-là, le nom de l'île originale, c'est Lataro. L-A-T-A-R-O. Ok, voilà. Si vous passez par là, il fera un Koh-Lanta. Voilà. Oui, par exemple, effectivement. En Bitcoin. Ah, mais Koh-Lanta, ça, c'est en Thaïlande, ça. Oui, ça, c'est... oui. Bref, on est à la lettre S toujours. On reste à la lettre S, d'ailleurs, pour sécurité, Sébastien, et pour conclure cet épisode 347. Apple et Meta qui ont été abusés par de fausses demandes légales, pourtant. Donc, un bel exemple de phishing pas contrôlé. Non, et bien foutu, et je regarde le chronomètre, tu vois qu'on va réussir à tenir en dessous de l'heure, on va y arriver. Oui. Comme les autres chroniqueurs depuis 3 semaines. Quoi, tu vois. On va y arriver. On était mal partis, mais on y arrive, et en fait, oui, donc il y arrive que les autorités posent des questions à des sociétés, hein, parce qu'ici on parle de Apple et Meta pour lequel il y a des preuves mais probablement à d'autres géants de la tech pour dire bon, on voudrait le dossier sur Marc, parce que on pense que... voilà, quoi. Et du coup, les mecs, ils donnent tout. Alors, normalement, quand tu as une autorité qui leur demande, qui font ce genre de demande, ça dépend des pays et des États, et des lois, mais ça doit être... géré en Belgique, en tout cas par un procureur qui dit effectivement qui instruit le truc, etc. Et donc il y a toute une série de vérifications.
Et donc c'est fait. Ce genre de demandes sont faites effectivement et sont gérées dans tout un processus qui est défini. Même si le processus n'est pas standardisé, il est défini dans chacune des sociétés. Malheureusement, il y a un deuxième type de requête qu'eux appellent l'emergency request. Et dans les demandes urgentes, tout bêtement. Et cette demande urgente, en tout cas aux États-Unis, ne demande plus alors un suivi de la cour. On répond directement aux autorités parce que il y a un truc urgent, il y a péril en la demeure parce que peut-être que le gars il est en train de braquer une famille, il est en train de péter un câble, il fait un acte terroriste, etc. Et donc là on n'a pas le temps, il faut répondre immédiatement aux autorités. Et là, les procédures sont très différentes chez Apple, Meta et d'autres. C'est que, du coup, comme c'est rapide, on répond tout de suite. On se pose pas trop la question de qui le demande à partir du moment où c'est un email qui est gouvernemental. Donc, oui, ça vient de la police, pas de problème, on répond. Ils ont dit que c'était urgent, on répond. Tout de suite. Tu vois, sur injonction de l'agent, ouais. Je réponds. Il a demandé, il a dit que c'était urgent. Et donc, ils ont eu ce genre de demande l'année passée, ils en ont eu un certain nombre, et ils se sont rendus compte finalement qu'en fait, les personnes qui ont demandé n'étaient pas des agents judiciaires, des flics, etc. Ce sont des hackers qui ont abusé d'emails gouvernementaux. Et donc, eux en ont profité pour écrire à Apple Meta en disant « Ouais, en fait, tu me donnes plus tes données de marque parce que je pense qu'il est en train de faire un casse. » Et en fait, tu fais rien du tout, t'es totalement innocent. Et Apple, Facebook ont tout renvoyé comme données. Et grâce à ça, il dit alors, donc ta question secrète, ton chien, ton premier chien, ton machin. Et ils avaient toutes les infos. Et grâce à toutes ces infos, ils ont pu hacker des comptes de certaines personnes. Et on pense, mais en tout cas, que un des gourous, un des gars derrière ce genre de truc était dans le groupe Lapsus qui a hacké après des sociétés comme Microsoft, Samsung, Nvidia, etc. Et on pense que c'est une des manières dont qu'ils ont utilisé pour aller chercher ces infos. T'as vu, c'est intéressant comme petite histoire, c'est drôle. Tout à fait, bah oui. C'est un peu un petit truc d'espionnage. Tu casses tout le mythe. Mais voilà, donc en fait c'est du hacking social d'une certaine manière. Mais pour qu'il ait pu le faire, il devait connaître un petit peu le système. Excuse-moi, est-ce que ça a été revendiqué par Lapsus ou pas? Parce qu'en général, eux revendiquent. Et donc, on a un peu trop tendance à mettre sur le dos de Lapsus ce qui n'est peut-être pas du Lapsus, si je puis dire. Mais bon, soyons clairs, ce sont des pirates. Ils se sont fait coincer, par contre. Lapsus? Ils sont fait avoir? Ah oui, Lapsus, la tête de Lapsus, c'est un gamin de 16 ans, je pense, que j'ai vu. Je suis pas sûr que apparemment... Oui, je suis pas sûr que ce soit lui. À creuser. On va pas trop en parler. Moi, j'ai lu... On en parlera dans un prochain épisode, peut-être, avec d'autres chroniqueurs qui auront pioché un peu... un lapsus révélateur. Oui, par exemple. Oui. Ils avaient aussi piraté Okta, système de validation, enfin de sécurisation. Et chez nous, c'est des pompes. Et donc, voilà, c'était un peu ballot. Mais Okta ne s'en est pas vanté depuis janvier, parce qu'ils se sont fait pirater en janvier. Et donc, maintenant qu'il y a des screenshots qui commencent à sortir un peu partout, ça pique un peu quand même. Voilà. Ok, bon, écoutez... Moi, si on n'a rien à rajouter... alors, juste pour conclure quand même, parce que maintenant, ils font donc du coup beaucoup plus attention et ils ne répondent plus que s'ils peuvent avoir effectivement une confirmation. Est-ce que je peux vous rappeler C'est ça. C'est comme à l'ancienne, quoi, tu vois. Vous êtes agent de police, est-ce que vous avez un numéro, je peux vous rappeler, comme si tu avais tous les numéros de la police en tête, tu vois. Mais bon, soit. Ouais. Mais c'est un peu mieux sécurisé, c'est ça que tu veux dire. Ouais, mais bon, ça reste compliqué. Ouais, c'est ça. Voilà qui conclut cet épisode 347. Il y aura une suite, un bonus, comme il se doit évidemment. Il est peut-être déjà à disposition, n'hésitez pas à aller le compulser, il ne dure que 15 minutes. Et là aussi, il y a mes deux petits camarades, Sébastien et David, qui partagent avec vous quelques news qu'ils ont piochées ça et là. Merci à tous les deux, merci à vous de nous avoir écoutés, merci de partager nos contenus dans vos réseaux, de partager, de également liker, si vous en avez l'occasion, ces contenus, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Tout ça, c'est toujours bienvenu, évidemment. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Salut!